Dans une vidéo précédente, je vous avais présenté 10 astuces d'autodéfense intellectuelle face aux questions de production énergétique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons utiliser ces 10 astuces sur 4 exemples afin de voir si finalement ces 10 astuces sont pertinentes et utilisables pour se défendre face à des discours que l'on peut entendre. Travail pratique numéro 1 que je vous propose. C'est des débats que j'ai pu voir autour du sujet de la centrale nucléaire de Fessenheim, où les discussions tournaient autour du nombre d'éoliennes qu'il fallait mettre pour remplacer une centrale nucléaire. Il y a un directeur d'EDF qui a déclaré qu'il fallait 7000 éoliennes pour remplacer la centrale nucléaire de Fessenheim. Il y a une personne de Negawatt qui sur Twitter a réagi en faisant des calculs mathématiques et qui dit « Non, c'est faux, il en faut que 900 ». Vous n'avez pas spécialement les compétences pour faire ces calculs-là, alors qu'ils sont assez simples en vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'une telle déclaration? Donc en utilisant les outils que je vous ai proposés, les 10 astuces, première astuce qu'on peut utiliser, c'est attention, là on est en train de comparer une énergie intermittente, l'éolien, avec une énergie pilotable, le nucléaire. Donc là vous voyez que normalement c'est déjà pas possible de remplacer totalement l'une par l'autre. Donc là, il y a un premier piège. Deuxième piège, la personne qui dit le nombre d'éoliennes qu'il faut pour remplacer le nucléaire ne parle pas de l'énergie de backup qu'il va utiliser. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer quand il ne va pas y avoir de vent? Ça aussi, c'est tu dans la discussion. Et troisième point que vous pouvez utiliser, c'est ce qui est vrai en un lieu géographique n'est pas spécialement vrai en un autre lieu géographique. Donc là, les éoliennes, est-ce qu'on les met à Fessenheim ou est-ce qu'on les met? Quels vont être leurs rendements? Toutes ces questions-là, elles ne sont pas abordées. Donc finalement, vous voyez, en utilisant ces 3 astuces-là, vous pouvez analyser ce débat sans spécialement avoir les connaissances scientifiques ou techniques et vous vous rendez compte qu'on a voulu comparer une énergie renouvelable intermittente avec une énergie nucléaire pilotable. Et donc là, une alerte, tiens, les deux ne sont pas comparables, donc là, il y a une arnaque intellectuelle. Travail pratique numéro 2. L'exercice là va surtout tourner autour de la question des prix des différentes énergies. Exemple numéro 1. Le prix du solaire en Inde est de 30 € le mégawattheure, alors que le nucléaire en France est de 90 € le mégawattheure. Il faut donc arrêter le nucléaire parce qu'économiquement, il n'est pas rentable. Un autre exemple qui va dans le même sens que l'on peut voir sur le site Sortir du nucléaire, où il compare des prix. Là, les prix qui sont évoqués sont des coûts actualisés au mégawattheure aux USA. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le solaire baisse nettement, l'éolien également, et que le nucléaire, lui, est en hausse. Donc c'est un argument pour abandonner le nucléaire. Un troisième exemple qui va dans ce sens-là, Yannick Jeannot qui déclare « Être pro-nucléaire aujourd'hui, c'est être dogmatique. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont 2 fois moins chères que le nucléaire, le gaz et même le charbon. Le nucléaire, c'est le dernier avatar du soviétisme. » Ces 3 exemples-là sont censés démontrer que le nucléaire est beaucoup plus cher que les énergies renouvelables et donc si on le garde, c'est vraiment par dogmatisme. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors utilisons certaines de ces astuces. Première astuce, qui est vraie dans un lieu géographique n'est pas spécialement vrai dans un autre endroit. Dans le premier exemple, on utilisait le prix du solaire en Inde en le comparant avec du nucléaire en France. Ce qui est important, c'est quel est le prix du solaire en France? C'est ça la question. Dans le deuxième exemple de sortir du nucléaire, il prenait des prix aux États-Unis. C'est peut-être pas du tout les mêmes en France, j'en sais rien, mais attention, alerte. L'astuce numéro 2 que je vous propose, c'est attention, on est en train de comparer une énergie intermittente avec une énergie pilotable. Ce ne sont pas les mêmes choses. Astuce numéro 3, quand vous parlez d'une énergie intermittente, il faut nommer sa solution de secours. C'est également valable aussi pour le prix. Donc si vous nommez le prix d'une énergie intermittente, il va falloir aussi inclure le prix de sa solution de secours, qui peut être soit du stockage, soit une autre énergie pilotable. Travail pratique numéro 3. La voiture à hydrogène, c'est l'avenir, bien plus que la voiture électrique. Ce genre de phrase, je l'ai déjà entendu dans des débats. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Vous n'êtes pas un spécialiste de l'hydrogène, vous n'êtes pas un spécialiste de la voiture électrique. Donc, utilisons les astuces.
L'astuce numéro 1, quand on parle d'une énergie finale, il faut nommer son énergie primaire. Aujourd'hui, l'hydrogène, il a 95% produit grâce aux énergies fossiles. Donc on peut imaginer que dans un avenir, il y aura de l'hydrogène issu d'énergie verte. Et de l'autre côté, vous avez la voiture électrique. Et là aussi, il faut nommer l'origine de cette électricité. Est-ce qu'elle est nucléaire, au charbon, issue des énergies dites renouvelables? Astuce numéro 2, ce qui marche à petite échelle ne marche pas forcément à grande échelle. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde a une voiture à hydrogène ou qu'est-ce qui se passe si tout le monde a une voiture électrique? Il faut faire donc attention à l'échelle. Troisième astuce, ce qui est vrai à un endroit n'est pas spécialement vrai à un autre endroit. Par exemple, votre voiture à hydrogène, si vous la mettez aux États-Unis, il y a de fortes chances que ce soit de l'hydrogène issu des hydrocarbures. Alors que si vous la mettez dans le nord de l'Allemagne, ils sont en train d'essayer de faire de l'hydrogène issu de l'éolien. Donc là, vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Travail pratique numéro 4. L'Allemagne n'a pas ouvert de nouvelles centrales à charbon. C'est donc bien la preuve que ce sont les énergies renouvelables qui ont remplacé le nucléaire. Donc il y a par exemple Sortir du nucléaire qui a fait une très belle infographie où l'on peut voir que effectivement l'Allemagne a réussi à baisser ses émissions de gaz à effet de serre tout en réduisant la part du nucléaire grâce aux énergies renouvelables. Il nous démontre également qu'il y a eu 0 nouvelle centrale à charbon. Et en plus, c'est formidable, les énergies renouvelables, on en produit tellement en Allemagne qu'on peut en exporter. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation alors que vous n'êtes pas un expert de ce qui se passe en Allemagne et vous n'êtes pas un expert de l'énergie? Donc, utilisons un peu les astuces. Astuce numéro 1, ce qui est vrai à un endroit n'est pas spécialement vrai à un autre endroit. L'Allemagne, c'est pas la même chose que la France. L'éolien, il est massivement utilisé dans le nord de l'Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de vent, c'est la mer du Nord. Est-ce que c'est la même situation en France? J'en sais rien. Alors je dis alerte. Astuce numéro 2, quand on nomme une énergie, dire si elle est pilotable ou intermittente. Donc la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, ça devient « L'Allemagne n'a pas ouvert de nouvelles centrales à charbon pilotables ». Donc c'est bien la preuve que ce sont les énergies renouvelables intermittentes qui ont remplacé le nucléaire pilotable. Donc là vous dites « Oula, attention, peut-être qu'il y a un piège » parce que vous sentez tout de suite que ce n'est pas la même chose. Et astuce numéro 3, quand on nomme une énergie intermittente, il faut nommer sa solution de secours. Là, elle n'est pas nommée, donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, je ferai une vidéo spécifiquement sur le cas de l'Allemagne, mais je vais quand même vous donner un départ de réponse. Quand vous regardez cette infographie entre 2002 et 2016, et que l'on sépare les énergies pilotables des énergies intermittentes, on s'aperçoit que la quantité d'énergie pilotable en Allemagne n'a pas bougé entre 2002 et 2016. Et que finalement, les 11,6 gigawatts nucléaires supprimés ont été remplacés par 5,7 gigawatts de biomasse et de 8 gigawatts de gaz. Donc là, on a la démonstration que ce n'est pas l'éolien et le solaire qui a remplacé le nucléaire en Allemagne, mais plutôt le gaz et la biomasse, qui est une énergie renouvelable mais pilotable. Voilà, j'espère que ces 4 travaux pratiques vous ont aidé à mettre en application les 10 astuces. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé.